On est bien, Ouais. voilà, on est en direct pour la causerie avec John Jefferson Sell, qui est donc assis dans ce magnifique canapé que vous ne verrez pas, avec sa jolie chemisette d'été. Bonsoir. Et voilà, bonsoir à tous, à toutes. Voilà, donc c'est, je sais plus le numéro de la causerie du jour, mais en tout cas c'est une causerie toujours aussi réjouissante parce que on va parler entre autres d'un livre que nous avons énormément aimé aux Ateliers Bohème et que pour ma part moi j'ai vraiment adoré. Qui même je peux le dire qui est un des plus beaux livres que j'ai vu de ma vie, qui est celui-ci, donc Meta Carpenter aux éditions Grasset, qui est sorti il y a quoi, 3 mois ? En février, oui. En février, voilà. Et donc dans ce livre, en fait, donc le premier roman de John Jefferson Selve, assis à côté de moi, qui met en scène des femmes en apparence très différentes, mais qui se révèlent au fil de la plume et au fil du récit, partager des choses communes, très existentielles, très fortes, autour justement de ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'être maîtresse de son désir ou bien objet du désir des autres. La première femme dont il est question, c'est celle dont le titre porte le nom, donc Meta Carpenter, qui est une cam girl. Oui. Alors, Non. voilà, c'est quoi exactement une cam girl ? Parce que là, vous nous regardez tous depuis votre portable, donc a priori, vous savez ce que c'est que une caméra et ce que c'est que de se montrer en direct. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce que fait une cam girl devant son ordinateur ou devant son portable ? Alors, une cam girl, c'est une fille, généralement, mais ça peut aussi être un homme ou des couples, qui officient sur des plateformes et qui sont dans des chambres, ce qu'on appelle des chambres, et qui obéissent à des consignes données par des hommes, par derrière leur caméra, souvent des consignes sexuelles, des positions, tout ce qu'on veut. Et voilà, ce sont des femmes ou des personnes télécommandées à distance par des hommes, dans une sorte de processus contemporain qui est que tout se passe à distance et que, en même temps, du coup, les enjeux sont autres, sont différents. Et voilà, c'est l'activité de l'héroïne de la première partie de ce livre. Et donc cette héroïne se mettant en scène, elle accepte finalement d'être l'objet de ce qu'on appelle les pulsions scopiques, c'est-à-dire le fait d'appartenir, d'être sous contrôle du regard de l'autre, et en plus l'autre en l'occurrence c'est un inconnu puisqu'elle ne connaît pas. Oui. Et donc dans ton livre va se jouer une relation très forte entre cette jeune femme qui se met en scène contre de l'argent et l'observateur, donc le spectateur qui la contrôle, qui lui parle, qui s'adresse à elle et qui en fait cherche à assouvir ses désirs à distance en lui donnant des injonctions. C'est ça en Oui, fait. c'est absolument ça. Ok. En même temps, je précise tout de suite qu'il n'y a pas de lien ou de rapport moral, ou en tout cas, Meta Carpenter n'est pas une victime de sa condition de camgirl, même si on va la voir vaciller et perdre pied au cours de son activité, mais c'est plus tout un ensemble. C'est autant son activité, mais il n'y a pas de morale sur le sujet. Simplement, elle rencontre un narrateur, donc Corsair Satan, et comment dire, ces deux-là vont se trouver. Ils vont se retrouver, peut-être, ils vont se renifler et découvrir, entendre les blessures qu'ils ont chacun, très très instinctivement, et une relation se noue. Ouais, tout à fait. C'est vraiment autour, tu as dit le bon mot, c'est comme ça que j'ai ressenti aussi. C'est vraiment un livre des blessures, et les blessures ont toujours existé depuis que la condition humaine a surgi dans ce bas monde. Il y a forcément des blessures qui vont avec, mais là ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des blessures qu'on expose de manière très différente et qu'on peut rencontrer chez l'autre à distance ou dans l'univers virtuel qui est celui d'internet et des réseaux sociaux. Et donc ces questions-là des désirs et des peurs et des blessures ne sont pas du tout vécues de la même manière. Et c'est justement de la même manière virtuellement que dans la réalité. Et c'est là vraiment que ton livre est hyper fort et hyper percutant. Moi, je l'ai lu, chaque phrase était un petit peu comme un électrochoc.
à la fois très violent, mais d'une violence presque agréable, parce qu'elle elle nous contient, elle dit des choses de nous, elle dit des choses de notre monde contemporain qui sont tellement vraies qu'on a l'impression d'être saisi dans tout ce qu'on vit, dans tous les enjeux qu'on vit, y compris la folie, la solitude, la violence. Et justement, il s'agit aussi dans ton livre de la question d'être une femme. Pourquoi une jeune femme de 19 ans se mettrait dans cette situation qui est a priori rabaissante pour elle, pour son existence de femme, puisque elle existe qu'à travers le regard de quelqu'un qui la manipule. Pourquoi faire ça? Oui, alors effectivement, comme je te disais tout à l'heure, les enjeux sont pas moraux. Il y a aussi une facilité de la cam girl, et là je me suis probablement appuyé aussi sur des filles que je connaissais qui voulaient faire de la cam ou qui s'y mettaient en croyant, en tout cas dans un premier temps, que ce côté de l'écran les protégeait peut-être de quelque chose de plus avilissant, ou en tout cas du contact. Il y avait une sorte de nos limites à gérer pour elles qui leur permettait de dire c'est pas si grave. Sauf que en même temps, on peut que constater que même par rapport à une actrice pornographique ou à ces femmes qui gagnent leur vie de manière, toutes ces travailleuses du sexe, la cam girl, c'est d'une violence infinie. C'est la plus haute des solitudes. C'est vraiment être seul dans sa chambre virtuelle face à 300 mecs, 300 personnes qui viennent et qui regardent, et en même temps être ordonné dans son corps à distance. C'est l'un des symptômes et l'une des révolutions du monde contemporain, qui est concomitant à notre engagement algorithmique. Mais c'est comme les drones, c'est comme la guerre asymétrique. Les drones qui tuent à distance à 3000 km, le fait d'intervenir, c'est l'un des symptômes du monde technique dans lequel on est actuellement. Et, dans lequel on est incarcéré, oui, presque. Ouais. Et le fait est que la chose, c'est pas tant parce qu'elle participe, elle a un goût pour la pornographie, elle-même manipule un drone pour filmer sa copine. C'est pas tant le problème. Si elle vacille, c'est plutôt par rapport à la prolifération des informations qu'elle voit entre deux séances. C'est même, j'ai fait un pas de côté. Je n'avais pas envie de faire un texte victimaire ou misérabiliste, même s'il y a beaucoup de questions qui se posent. Être soumis sous le regard de l'autre, qu'est-ce qu'une pulsion scopique? En tout cas, c'est pas du fantasme. On parlait de fantasme ou de désir. À l'heure aujourd'hui où, pour que le réel existe, on le photographie, ou même il n'y a pas de consistance, et si on fait pas une story d'une soirée, la mécanique est passée. Là, c'est pas ça qui se déroule. Mais elle est devant son écran, dans l'une des plus grandes solitudes possibles, et son activité de sexe et de camgirl, même si elle a un mépris pour les hommes qui s'explique forcément par le pathétique de leur requête, c'est l'atmosphère, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte au fond, c'est qu'elle va vaciller en apprenant, en surfant sur le web et en accumulant toutes les informations. Il y en a deux qui vont la faire chuter, ou en tout cas qui vont la déséquilibrer, qui sont des données, comme on apprend des données toujours sur le net. On peut en apprendre 400 par jour, bon, on retient rien, mais deux vont la focaliser, qui sont, et tout ça ce sont des chiffres vrais, 85% des lobotomies qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité ont été faites sur des femmes. C'est un signe aussi ultra important. Et puis, dont Rosemary Kennedy, qui a été lobotomisée à un très très jeune âge, sans qu'il y ait vraiment de diagnostic posé. Non, mais elle était juste un peu dans sa tête. Décalée, elle était dans son monde, elle était décalée. Un peu trop grosse pour les Kennedy, un peu trop pas parfaite. Et puis c'était une fille. Enfin, ontologiquement, le fait qu'elle soit une fille, c'était problématique. Donc voilà, ces deux notions. Et le deuxième chiffre? Non, en fait là il y avait ce chiffre-là. Non, c'était Rosemary Kennedy dont je voulais parler, qui est vraiment une figure comme ça très intéressante. Et dans les anecdotes de l'écriture, elle a été enfermée, elle a fini sa vie lobotomisée dans une sorte de pensionnat à Jefferson City, ville de Faulkner qui revient aussi dans le livre. Il y avait des correspondances, des boucles, il y avait de quoi faire une sorte
de vertige, et c'était important pour moi parce que la figure de Meta Carpenter, elle est pas allégorique, mais elle est mariale. Il y a une sorte de sacrifice, même s'il n'y a pas de morale, il y a une sorte de sacrifice. Mais alors, ouais, justement, si on en revient à la femme même, puisque là, les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément toutes lu ton livre, justement, tu t'empares de figures féminines, donc certaines sont connues, comme justement la figure de Rosemary Kennedy. Encore, elle n'est pas super connue, c'est presque un petit peu les coulisses de l'histoire encore. On en est encore presque à l'emblématisation de la famille Kennedy. Et quand on en arrive à dire que c'était potentiellement parfois des connards, c'est à l'aune de l'histoire de Marilyn Monroe, par exemple. C'est la manière dont ils se sont comportés avec les femmes. Mais moi, ils ont été très, très hard. Les frères Kennedy étaient très hard. Le grand-père était antisémite. Les frères, potentiellement des violeurs. Ouais, exactement. Non, c'est pas rien. Que ce soit en plus la figure culte américaine. Oui. Non. Mais alors là, la question que je te pose à toi directement, parce que quelque part c'est ça qui m'intéresse, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines qui peuvent parler de la condition féminine. Est-ce que c'est un mystère encore aujourd'hui d'être une femme, plus que d'être un homme, ontologiquement ? Alors, un mystère, je dirais pas, je dirais que les choses sont tellement plus simples et tragiquement plus claires. Et le livre Beau Fond, moi je l'ai écrit, j'ai commencé par la seconde partie. Ce que je voulais avant tout, c'était rendre un hommage, une seconde partie qui est plus autobiographique, que j'ai enchâssée dans ce récit fictionnel, qui était l'idée de rendre hommage à la femme qui m'a élevé, qui est morte il y a quelques années, et elle disparaissait un peu de ma tête, même en termes d'image, parce que c'est aussi un livre sur le regard. En fait, ce sera que des affaires de regard et de rebond. Et j'avais envie de pointer par-delà l'amour que j'avais pour elle et le fait qu'elle m'a protégé de certaines choses que j'explique dans le livre, qu'elle-même a dû se battre. En tant que personne relativement pauvre, contre un mari, contre plein de choses. Et pour moi, Meta Carpenter, la cam girl, la mère dont je parle dans ce livre et tout ça, je les mets sur le même plan de consistance. C'est-à-dire qu'au fond, de tout temps, et on le sait bien, malgré les progrès, parce que progrès, il y a un truc qui n'est pas réglé, et il y a une violence structurelle que j'ai ressentie. Il n'y a pas de théorie dans le livre, c'est vraiment de l'émotion un peu, mais c'est toujours difficile. Il y a une violence faite aux femmes qui ne s'améliore pas, paradoxalement, les progrès néanmoins qu'on peut que constater. Il y a quelque chose de fondamental et de très très dur, et les féminicides le prouvent. Et là, la cam girl dont je parle, elle est indépendante, mais bon, c'est très bien qu'il y a des traites, qu'il y a des machins. C'est toujours une violence infinie. Et il y a un patriarcat par derrière. J'emploie le mot avec 3 guillemets, mais bon, c'est bien que les choses ne sont pas simples. Et voilà. Ouais, et d'ailleurs, on va pas s'interroger sur les origines de cette violence, parce qu'il y a des explications qui peuvent apparaître très limpides, comme par exemple la jalousie existentielle des hommes à l'égard des femmes, parce que ce sont elles qui détiennent les clés de la reproduction. Ça pourrait être une explication. Il y a en fait énormément d'explications, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander, aujourd'hui, là, moi par exemple, je suis une femme, tu es un homme en apparence, et c'est comme ça qu'on se vit et qu'on véhicule en société. Mais la question, c'est est-ce que d'un côté, la violence est d'un côté plus que de l'autre ? Alors historiquement, oui, mais est-ce qu'il y a, enfin, c'est assez intéressant aussi de se demander est-ce que la violence est forcément là où on la voit, là où on peut la raconter, et on peut la numériser en termes de faits, de méfaits. Ou est-ce qu'il n'y a pas, de manière intrinsèque chez tous les êtres humains, quelque chose qui est de l'ordre de l'insatisfaction existentielle, ontologique, qui fait que de toute façon, l'autre est toujours un obstacle et une menace, et donc, l'autre en tant que genre va être une potentielle cible pas forcément de destruction, mais en tout cas de personnes à malmener. Mais tu es plus pessimiste que moi. Oui, mais après, bien sûr, moi, pour des diverses raisons que je viens d'évoquer, et cette
envie profonde, vraiment quelque chose qui vient de l'enfance, de rendre hommage aux femmes, les vivantes et les mortes. Il y a néanmoins, malgré tout, si on est en termes de domination et d'oppression, en fait, il y a une concorde de plein de choses. Il y a aussi une oppression sociale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, mais il y a les étrangers, il y a les pauvres. Ouais. Il y a un mépris en France pour la pauvreté qui est exceptionnel. Pour la faiblesse, en fait. Tout ce qu'on peut associer à la faiblesse. Ou c'est plutôt la puissance, alors j'irai dans l'autre sens, c'est la puissance de manière presque mécanique. Ouais. Crée un processus d'écrasement. Et justement, dans ton livre, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que comme tout se trame à travers une histoire de regard et une histoire de reflet, on en arrive à se demander si finalement, on ne peut pas tuer sans rien faire, c'est-à-dire sans même porter un acte physique, ni même un acte oral, mais juste un regard. Est-ce qu'un regard ne peut pas anéantir une identité si elle n'a pas de fondement, si elle n'a pas de socle? Et comme on vit justement dans la société des regards, après j'aimerais juste citer quelques passages de ton livre qui parlent des reflets, mais est-ce que tu n'as pas voulu dire un petit peu ça aussi, que l'univers des images et des reflets suffit, est tellement fort et tellement puissant, qu'il suffit à déjà pointer et distribuer qui sont les puissants, qui sont les faibles, et qui sont ceux qui vont pouvoir potentiellement anéantir les autres, juste à travers une disposition d'images et de reflets? Waouh. C'est vrai, non, c'est vrai, mais donc par là, mécaniquement, l'absence de regard nous fait de ne pas voir l'autre, qui est la même chose. Ne pas voir l'autre en le regardant, c'est ce qui se passe tous les jours. Et notre monde technique, puisqu'il y a quand même cette grande part de mutation qui traverse le livre, mutation que l'on vit, technique. On est passé de la société de Bord pouvait dénoncer le spectaculaire intégré, Baudrillard le simulacre, mais tout ça c'est encore intéressant à étudier, mais on est dedans. C'est pour ça que je repensais à ce que tu me disais sur le virtuel réel, mais en fait le virtuel il s'oppose pas au réel, il s'en nourrit, il s'en nourrit. Et puis pour revenir à Meta Carpenter ou à d'autres, les effets. Alors tout se passe par écran, mais il y a des effets concrets. Alors des effets psychiques, des effets sur le corps, des effets de fuite, mais il y a des effets concrets, comme alors je fais un parallèle un petit peu sommaire, mais le cloud, c'est bien que c'est des usines qui font fondre la banquise, c'est bien que tout ce qu'on dit de virtuel a maintenant des effets sur le réel très très forts. Donc la chaîne de causalité, en fait, soit dans les causes, soit dans les conséquences, mais en tout cas, elle est effective dans la réalité. C'est pas comme s'il y avait un univers virtuel où tant d'histoires et d'enjeux se tramaient, et à côté, la réalité qui est accaparée par cet univers virtuel. En fait, les deux s'entrelacent et peuvent s'esquinter l'un l'autre, et c'est plutôt l'univers virtuel qui va avoir des effets... Oui, c'est pour ça qu'il faudrait plus l'appeler univers virtuel, reprendre un procès... C'est Heidegger, la technique est le mal. Oui, on peut le dire, la technique telle qu'elle est aujourd'hui à ce stade de progression, il y a quelque chose de maléfique presque. Maléfique. Et certes, il y a le regard, mais il y a aussi différentes intensités de regard. Comment tu regardes moi je peux, parce que je suis moi-même dans le raid, j'ai Instagram, j'y passe du temps, je peux consommer 500 images par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu regardes les choses? Quel est le degré d'intensité? Qu'est-ce que tu y mets? Et tout l'enjeu du livre fond aussi sur cette histoire de regard par rapport au fait que le regard est un processus de domination, comme ça l'a pu l'être pour moi enfant. Le regard, c'est aussi, en même temps, beaucoup plus complexe. Il y a une métaphysique de la sensation dans le regard. Et c'est des choses qu'on oublie parce qu'on ne se concentre plus. On le sait très bien. Personnellement, mon temps de lecture a diminué depuis les réseaux sociaux. Mais alors, qu'est-ce qui fait que si le regard est justement si dictatorial et si oppressant, qu'est-ce qui fait qu'on est pratiquement tous, enfin pas tous, mais en tout cas ceux qui jouent le jeu des réseaux sociaux, prêts à sacrifier quelque chose de notre être profond et authentique
pour être une image qui a dans la réalité même minime d'une image, c'est-à-dire en fait l'image elle a aucune réalité corporelle et charnelle, mais on a l'impression, on vit dans l'illusion qu'elle va avoir une réalité temporelle et spatiale, parce qu'elle va pouvoir se démultiplier et peut-être perdurer dans le temps. Donc c'est comme si on était prêt à sacrifier la chose la plus mystérieuse et sacrée qu'on est, c'est-à-dire justement ce qu'on ne peut pas saisir et ce qu'on ne peut pas figer, notre âme, on peut l'appeler comme on veut, en faveur d'une image qui va nous garantir peut-être quelque chose de l'ordre de l'éternité, même si on n'y croit pas vraiment, mais c'est un petit peu ça, je crois, l'illusion de l'image et des réseaux sociaux. C'est vrai, mais en même temps, l'image des réseaux sociaux aujourd'hui, elle est faite pour s'effacer et qu'on recommence immédiatement à reprendre. Il y a un mythe de Sisyphe de l'image, et néanmoins d'une image qui devient surveillance. Surveillance très, très gentille, mais surveillance bien réelle et bien néfaste. Donc oui, ça, ce sont. Et tout s'imbrique et tout se mélange. Parce qu'en même temps, la fascination des images, ou même la fascination du regard de Corsair Satan sur Meta Carpenter, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que c'est aussi d'être dans la fascination? Ouais, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est de sidérer, le processus de sidération. Mais comment en parler aujourd'hui, dans un moment où tout n'est qu'image, et où finalement tout n'existe que par la représentation des réseaux sociaux. Ouais, mais donc des images qui sont... Parce qu'il y a eu des époques où les images étaient bannies dans certaines religions, donc c'était les iconoclastes, mais aujourd'hui nos images elles sont tellement volatiles, tellement omniprésentes qu'elles s'annulent les unes les autres, donc finalement le règne absolu de l'image, il est quelque part déjà effondré, puisqu'il n'y a plus aucune image qui peut vraiment... Il peut plus y avoir de hiérarchie d'images, c'est un peu comme pour les informations. Il y a tellement d'informations qu'elles se valent toutes, donc elles s'anéantissent toutes, les images pareilles, et on est encore là comme des espèces de noyés naufragés à vouloir dire « Attendez, j'ai encore une image, Moi la première, pas plus tard qu'hier, j'ai encore mis des images sur Instagram, mais peut-être que c'est justement aussi ce côté très volatile et inexistant qui nous fait un peu jouir d'une certaine manière, qu'on se dit, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de notre sentiment de précarité existentielle. On se dit, tiens, les images, elles sont comme nous, elles sont hyper nombreuses, elles ne font que passer, elles vont disparaître, et il y en aura d'autres pour les remplacer. Ou bien nous sommes comme les images, ce qui est encore plus simple. Mais oui, tu as totalement raison sur ça, il y a un côté rassurant, il y a une fuite, il y a une vraie névrose. Instagram a sorti un rapport en septembre sur... alors, c'est là où le système est absolument parfait dans son crime, c'est que... les jeunes filles, et c'est vraiment les jeunes filles, hein, c'est pas, alors après le genre je ne sais pas de quelle façon ils ont fait, mais l'envie de suicide liée à Instagram, et avec les décalages de représentation, les addictions, la peur de louper des choses qui se passent alors qu'il ne se passe rien, est tellement forte que ça augmente en pourcentage, mais c'est énorme, l'envie de suicide. Bon, les études sont sur les anglo-saxons, mais en fait on est tous dans le même mood, donc voilà. Et ça m'a intéressé intuitivement, ça correspondait aussi à ce que j'avais entrevu dans l'idée de ce personnage de Meta Carpenter. La violence, c'est pas tant le sexe ou ce genre de choses, c'est le fait d'être figé et pris dans une technique, et effectivement les processus d'information, ce que l'on a, en fait ça va trop vite. Bon, c'est très bien, la bourse, c'est 2000 opérations par seconde, tout va trop vite. Il y a un livre qui est génial, je pense que c'est l'un des livres qu'il faut lire. Bon, en ce moment, non, c'est Alia qui publie James Biden, Le Nouvel Âge des Ténèbres. Juste, vraiment, c'est le livre de l'été. Tu le poses parce que, et lui est plutôt scientiste, mais donc il n'est pas forcément critique, réactionnaire contre tout ça, mais ça pose un diagnostic très très fort sur la situation. Mais ça, c'est un aspect des choses que je ressens comme c'est une conjuration que je me fais d'un moi-même, étant pris de façon comme tout le monde dans le système des réseaux, de faire attention, de pas... parce que c'est une addiction. On ne parle pas aussi du côté addictif pur et du malaise que cela crée. Ouais, bien sûr. Et puis ce malaise aussi, cette envie de suicide, c'est forcément lié à un manque de sens. Et ce qui est intéressant, c'est que le règne des images, dont tu parles vraiment très bien, parce que quelque part, ces jeunes femmes qui se mettent en scène, elles ont toute l'organisation psychique. En fait, elles sont très valides, physiquement, mentalement. Elles sont outillées pour vivre des choses très intéressantes, si elles décidaient d'être en quête de sens.
Et je repense au livre de Viktor Frankl là, que j'ai relu récemment, L'homme à la recherche de sens. Ce qui est drôle, c'est qu'on est donc dans un espèce de règne des images où tous les individus mettent à contribution ce qu'ils ont de plus efficace quand même, c'est-à-dire leur créativité, leurs neurones, leur générosité d'une certaine manière, même si c'est très égocentrique et tout, mais c'est quand même généreux de dire regardez, voilà, j'ai fait ça pour vous, même si c'est pour nous au final pour être aimés. Alors qu'en fait, plus ils font ça, plus ils s'éloignent de la possibilité de trouver du sens dans leur existence, alors même que c'est exactement ça que tout individu recherche, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, on est tous en quête de sens. Et l'univers des images, c'est le contraire absolu de la possibilité de trouver un sens. En tout cas, quand on le fait de manière cannibale, comme tu le dis, oui. Ou quand on le fait de manière pornographique. Pas quand on utilise l'image dans le cadre artistique, au contraire, là. Mais sur les réseaux sociaux, c'est le contraire de la démarche artistique. C'est presque la démarche du désespoir vorace, sans fin. Et puis, il y a des réalisations, c'est... je connais quelqu'un qui a reçu des CV là, pour des emplois. La photo des jeunes filles sur les CV, elles sont tellement filtrées qu'on dirait des toons. Ah ouais. Et là, je me suis dit, c'est vrai. Bon, et pour elle, c'est naturel, tellement c'est rentré dans oui, nos... ou bien, bon, c'est bien que comment on dit, les chirurgiens esthétiques, oui, maintenant, les filles viennent en disant, je veux ressembler à ça. À un filtre. À leur filtre, exactement, oui, tout à fait. Bon, mais bon, c'est un aspect, j'avais pas non plus envie, je crois c'est important, et le livre démarre un peu sur cet enfer tiède du monde des images, mais c'était pas non plus, je voulais pas non plus m'apitoyer sur cette dimension-là. Ouais. Mais on peut pas aujourd'hui, je crois, ne pas en tenir compte. Et c'est très intéressant que tu dises que tu utilises le mot tiède, parce que ça me fait penser que je crois dans l'Apocalypse de Saint Jean, Jésus à un moment dit à cette parole, je vomis, j'accepte tout, mais je vomis la tiédeur. Et tu viens de dire justement le mot tiède, qui est un espèce d'entre-deux insupportable en fait, à ressentir, à imaginer, à percevoir. Et comme ton livre a aussi un aspect très apocalyptique, c'est assez drôle que tu parles de cette tiédeur qui est justement ce qui va être banni au moment de l'apocalypse. Et on pourrait se demander si on n'est pas arrivé à ce moment-là, pas forcément dans les faits. En fait, la question de savoir si on va tous mourir dans un... C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si si l'apocalypse, ce sera pas forcément le jour où on pourra plus mourir, tellement on voudra exister. Et ce sera l'enfer absolu. Plus personne ne pourra mourir, tellement on aura eu de cesse d'être obsédé par l'immortalité, le fait de laisser des traces, d'exister partout, tout le temps. Et c'est peut-être ça l'apocalypse. La fin du monde, c'est quand on pourra plus disparaître. Oui, bah mais sauf que on imagine bien que s'il y a un processus de vie plus longue ou augmentée ou éternelle, ce sera chacun dans sa chambre, sauf pour quelques avifios. Donc ça va être sympathique. Hein. Et alors justement, je voulais te citer une des phrases. Bon, je pourrais citer tout le livre tellement, comme j'ai dit, je le trouve vraiment magnifique et phrase par phrase. C'est vraiment comme des espèces de bijoux lugubres, un peu explosifs, ou en tout cas latents d'une explosion. Et il y a cette phrase qui vient quand même assez bien refléter ce dont on parle. Dans leurs vidéos, on dirait des cannibales esselés, se goinfrant de leurs reflets pour ne pas se mettre une balle dans la tête. Est-ce qu'on... Enfin, je sais même pas quoi dire sur cette phrase, tellement en fait elle est visuelle et tellement elle me paraît réelle, justement. J'ai l'impression de voir... C'est comme si à chaque fois que quelqu'un postait une image ou un selfie plutôt, donc comme je dis ce que j'ai fait moi-même hier, c'est comme s'il y avait cette espèce d'urgence de c'est ça ou rien, ou c'est maintenant ou jamais, et finalement ce désir pulsionnel d'exister, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop dans quel cadre, on ne sait même plus ce que c'est que l'intime. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de réserver l'intime pour le cadre intime. De le mettre en confrontation à l'image de la balle qu'on se tire, qui est une sorte de selfie aussi, puisque c'est un geste réflexif qu'on applique sur soi. Donc quand on tend un portable face à son visage et qu'on appuie sur le petit numéro, le petit bouton qui prend une photo, ou quand on se regarde dans le miroir pour se tirer une balle dans la tête, comme a fait Patrick Devers avec la carabine que lui avait offerte son ami Coluche, est-ce que finalement c'est pas un peu le même geste, mais qui n'ont pas les mêmes conséquences, mais qui procèdent
de la même grande interrogation. Mais qui je suis? Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Oui, oui, non, mais il y a, effectivement, de toute façon, il y a, je crois qu'il y a un côté dans le livre, et en relisant quelques passages, j'avais pas relu le livre, j'ai un peu relu là. Il y a un côté vraiment existentiel, forcément, parce que ce qui va délivrer, au fond, et Meta Carpenter, et Cancer Satan, et Avzia, c'est c'est un processus de sensation plutôt profond et de colère qui vont leur faire, qui vont être le point de bascule qui leur permettra ensuite de se détacher un peu de ça, de faire sécession. Ouais. Mais encore une fois, tout est plus nuancé. C'est pas je quitte le monde, je ferme mes réseaux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, il y a quand même une anesthésie. Ouais. Une lobotomie générale. D'une certaine manière. Ouais, et encore une fois, je m'inclus dans le processus. Bah, c'est comme si on s'était tous un peu lobotomisés de manière consentie. Attends, j'ai une question. Apocalypse 3.15. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Merci Jean-Laurent. Merci beaucoup pour cette citation. Donc elle est dans l'Apocalypse de Saint Jean, j'imagine. De toute façon, même dans le lyrisme et dans la verve de l'Apocalypse, on retrouve des choses très contemporaines. Et tout à l'heure, on parlait du livre que j'ai aussi adoré de Julie Estève, qu'on recevra dans la causerie, Presque le silence, où il y a aussi ces questions hyper existentielles, hyper cruciales qui sont soulevées, et cet univers un petit peu apocalyptique, mais pas dans le comment dire, l'héraldique de l'apocalypse tel qu'on l'entend avec des explosions partout. Ce serait plutôt même l'inverse, une sorte d'implosion. C'est le propre de la catastrophe, c'est Virilio qui disait ça et Baudrillard après. La catastrophe est arrivée. En fait, on attend un événement, mais il n'y a pas d'événement. Et c'est la force maléfique, avec des guillemets, de la technique. Ouais. C'est nous faire croire. Ça s'est passé, enfin. Ça a eu lieu. Voilà, et moi vu mon âge, j'ai connu le monde d'avant et le monde d'après. Et comme tout le monde, je vis bien le monde d'après. Même les anciens. Ouais. Je suis surpris de voir les anciens sur leur iPad toute la journée. Mais bon, on est passé. Sauf que il y a une nostalgie, je ne le cache pas, de retrouver un processus de sensation qu'on nous a escamoté. Moi, je sais très bien que je me baigne de plus en plus. Et heureusement, j'ai la musique, j'ai d'autres choses qui me permettent d'éprouver, de ressentir des choses un peu fortes, qui fait quand même le sel de l'existence. Bah oui, malgré toutes les évolutions de la technique, on est quand même des êtres incarnés encore comme il y a 2000 ans, 3000 ans et bien plus. Donc tant qu'on a ce corps avec ses 5 sens, voire c'est beaucoup plus que ça, on a besoin d'éprouver. C'est peut-être toute notre tragédie, c'est qu'on est bloqué dans un monde qui est de plus en plus coupé des sensations, alors que même qu'on a le même corps qu'à des époques où ils n'avaient même pas encore inventé le feu, quoi. On a le même corps avec les mêmes terminaisons nerveuses qui nous permettent de ressentir. Cognitivement, les choses changent. Étude qui démontre que, bon, je te disais tout à l'heure, le temps de concentration a baissé, mais de manière monumentale, ce qui est compliqué quand on s'intéresse à la littérature. Désolée de t'interrompre du coup. Attends, on va rapprocher un petit peu. Ça va Olivier? On t'entend pas? Ouais. Bonjour Clarisse. Bonjour. Salut Olivier. Tu peux l'appeler Jeff pour Jeff, c'est bien. Ouais, bah attends, je vais mettre un livre en dessous et j'arrive. Vas-y, on s'écoute Olivier. Salut Jeff. Je vais mettre Merleau-Ponty et Schopenhauer en dessous, comme ça va être. Schopenhauer, c'est bien. Ouais. Merleau-Ponty aussi sur le visible, visible et l'invisible. Là, ça devrait être pas mal, non? Ouais. Ok. Mieux? Ouais. Et quel talent. Voilà. Super, je vous entends très bien. Je vous écoute. Super. Et écoute, tu arrives au moment justement où on parle un petit peu de ce à quoi on est condamné dans cet univers d'images, finalement, en même temps, tout le paradoxe, mais l'humanité n'est pas un paradoxe près, tout le paradoxe, c'est que toi, Olivier, Jeff, moi, on passe aussi un certain temps de notre vie et de nos journées à nourrir cet univers, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois on le nourrit et régulièrement on fait des pas de côté pour pouvoir porter un regard sur lui depuis un regard un peu plus atemporel et un peu plus abstrait, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais poser comme question à Jeff par rapport à tout ça ou partager comme expérience justement sur cet univers un peu oppressant oppressant et très séduisant des images?
Ouais, bah, ça me fait plaisir de pouvoir te poser cette question, Jeff. Bah, dans, dans l'époque où on est, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant à interroger, comme tu le fais, nos modes de représentation, nos modes de, de- de- d'expérience et de perception. Il y a aussi quelque chose qui me frappe dans ton écriture et j'ai eu la chance de te rencontrer déjà, c'est que aujourd'hui, enfin, comment tu vois le rôle de l'écriture dans tout ça? C'est-à-dire qu'on est dans des, dans une production littéraire qui est de plus en plus lissée, qui ressemble de plus en plus à la publicité, qui est de plus en plus consensuelle. Et déjà, ne serait-ce que Mm. formuler ça, déjà, c'est pas forcément politiquement correct. Et tu vois, tu as cette revue aussi qu'on a en commun d'avoir animé pas mal de revues, d'avoir fait des choses. D'ailleurs, j'invite à découvrir la revue Possession immédiate de Jeff. C'est-à-dire que toute cette effervescence, cette vivacité, vraiment cette force vive de la création littéraire, on va dire, qu'est-ce qu'elle peut quoi dans ce dans cet Oui. univers qui est de plus en plus déréalisé et qui finalement est de plus en plus coupé de l'expérience sensible. Non, alors, bah, à mon avis, je crois que c'est la grande joie et la particularité, la grande puissance de la littérature, même par rapport à pas mal d'art, c'est la langue et le style peut-être, même s'il faudrait définir ce que ça peut être le style, mais en tout cas le souffle. Et moi, je sais bien que ce soit dans la première partie ou dans la seconde partie, qui est plus autobio sur l'enfance, tout ça, je sais, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir tenu ou de tenir quelque chose, avant tout parce que je- j'ai compris qu'il y avait une scansion et quelque chose qui s'était mis en place, qui sortait peut-être des régimes narratifs traditionnels. Et c'était tout l'enjeu et l'intérêt pour moi. Et je suis très content que Grassi ait accepté ce genre de texte, qui n'est pas non plus le plus simple. Il faut le dire, c'est pas non plus un extrait très évident dans un premier temps. Mais j'ai quand même eu ce sentiment d'avoir trouvé ma voie, enfin, d'avoir chopé quelque chose lié à une rythmique et à une façon de dire qui est liée à l'urgence. Et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, alors je vais reprendre le titre de Deleuze sur Bacon, à une logique de sensation. Ce qui est toujours ma grande inquiétude par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent du monde technique, l'escamotage des sensations, des perceptions. Euh, et voilà, et j'avais aussi, on a tous nos obsessions, et ma manière de dire ou de penser, que j'ai enfin pu traduire dans l'écriture avec une certaine forme d'urgence. Euh, et j'ai été très surpris, je fais une petite incise. Euh, c'est mon premier roman, mais par contre j'ai beaucoup écrit, que ce soit préface, essai article, etc. Euh, du fait que j'aille vers une manière d'écrire qui s'approche un peu de quelque chose de la poétique. Ou bien mais c'est venu, enfin je sais pas comment c'est venu, ça reste un mystère, mais après coup et a posteriori, la manière de fissurer, comme tu disais, aussi quelque chose qui devient d'un peu plus lisse et tout ça, je pense qu'il va falloir qu'on revienne à une façon d'écrire avec tous les enjeux qui est la grandeur de la littérature, qu'on a un peu paumé ces dernières années, et c'est pas nouveau, hein, je veux dire, effectivement. Depuis Balzac, c'est comme ça. Il y a peut-être une mainmise et une prédominance aujourd'hui d'une psychologie, de romans narratifs traditionnels, des choses comme ça. Bien sûr, il y a plein de maisons d'édition qui font un travail, il y a plein d'écrivains, mais, mais en même temps, je crois que l'effraction ou la brèche à trouver euh, passe par ça. Et dans la revue, je pense que les gens avec qui je travaille ont tous un peu ça en commun, une certaine forme de prosodie ou d'urgence qui va vers le sensible, sans théoriser bien sûr le truc. Et puis voilà, tout le monde, c'est le génie des revues, c'est pour ça que j'aime les faire. Mais et je me permets, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et justement, Olivier, toi qui adores la poésie, et c'est un petit peu le royaume des images et des images surprenantes, des images qui se créent elles-mêmes pour la première fois.
Et finalement, on vient de parler avec Jeff de la prédominance des images, mais des images qui ne sont pas traduites par des mots, mais qui sont imposées immédiatement par leur aspect visuel. Et est-ce que, quand tu dis retrouver un peu la grandeur de la littérature, ce serait pas aussi retrouver cet aspect un peu magique, mais magique, ça peut paraître un peu niais, mais tu sais, mais quand même, c'est magique parce que quand on entend une image pour la première fois, comme on a tous des écrivains qu'on aime pour leur espèce de puissance à faire surgir des images qu'on n'aurait jamais pu, nous, enfin, qui sont très, très surprenantes, déboussolantes, déstabilisantes, qu'on appelle des métaphores ou ce qu'on veut. Est-ce que c'est pas ça, justement, et ce serait le meilleur moyen de faire enfin se réconcilier le monde des images qui s'est isolé dans ces tours d'ivoire que sont les réseaux sociaux et le monde des images qui a toujours été la littérature et la poésie. C'était le monde des images. C'est le monde des images. C'est le monde des images où tu fermes les yeux et tu vois les images affleurer. Ouais. Oui. Oui, je sais pas ce que tu en penses, hein, Jeff, mais il y a quelque chose comme ça qui me semble évident, c'est qu'il y a ça. Je suis en train de lire ton roman que j'invite d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent à lire, qui est une écriture absolument incroyable. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement ta langue, elle me dérange en fait. Elle me dérange dans le bon sens, c'est-à-dire elle dépoussière quoi, l'usage qu'on a. Et quand je dis évidemment, pour être tout à fait clair, il n'y a pas de malentendu quand je dis que les productions littéraires sont lissées. Je m'inclus moi-même, c'est-à-dire qu'on a tous des injonctions à faire des choses. Et là, oui, il me semble qu'il y a quelque chose qui partage dans le roman. Alors, il y aura plusieurs questions, mais est-ce que déjà le roman, aujourd'hui, qui est un peu dans une position hégémonique par rapport à la poésie, ou est-ce que la langue poétique peut faire quelque chose à travers cette forme-là particulière Est-ce que aussi, ce que tu disais, Clarisse, il me semble qu'il y a toujours eu une littérature d'image, en fait, même au 19e siècle, je crois qu'il y avait déjà justement des écrivains qui théorisaient un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une littérature d'idées, on va être dans une littérature d'image, comme Balzac, justement, et il me semble qu'il y a une force vive, oui, de la littérature Oui, qui est oui, mais il y a là-dedans, un quoi. retour. Enfin, il n'y a pas un retour, mais je le vois même chez les jeunes écrivains Ouais, que je connais un peu et qui participent aussi à la revue et qui font un travail, enfin, qui créent des œuvres à part. Je pense à Simon Johannin ou Théo oui, Kachani, qui est dans ouais, l'extracisme, qui est ouais, vraiment le processus-là. Non, je pense on est dans un moment de bascule et je le vois même à Lacan où je suis prof dans un master de création littéraire où voilà, je ressens que quelque chose va se passer en dehors d'une écriture qui est devenue post-Beaux-Arts, un peu post-conceptuelle, mm, gentiment conceptuelle, qui nous aurait d'ailleurs presque fait regretter le structuralisme, parce qu'il y a un côté vide, sans le côté un peu rigolo. Mais il y a, oui, évidemment, mais c'est évident que euh, oui, il faut le noter, c'est pas non plus l'air du temps. Et moi, je suis encore parfois estomaqué, mais c'est comme ça, c'est pas nouveau. Donc, je vais pas faire ma vierge effarouchée sur la situation. Mais, mais, euh, mais la prolifération ou le nombre de romans vaguement psychologiques, avec une écriture plutôt théâtrale ou scénaristique, et on comprend bien les enjeux. Et quelque part, vu l'importance des podcasts ou de l'oralité, je pense que ça va maintenir quelque chose aussi de très fort pour ça. Et l'écriture telle qu'elle est entre deux hommes, mais il y aura toujours, et je constate comparé à il y a 10 ou 12 ans, une sorte de reviviscence quand même de tous ces enjeux ou de toutes ces questions. ouais. Donc, Ouais. Euh, Il y a aussi le fait que, tu vois, tout à l'heure, Olivier, tu as dit, ton écriture me dérange dans le bon sens du terme. C'est complètement quelque chose que moi, je comprends parfaitement et surtout, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas vouloir être dérangé dans le bon sens du terme. Et tout l'intérêt, en fait, de l'art ou d'ouvrir un livre, c'est d'être interpellé, voire sidéré, voire pétrifié, voire complètement métamorphosé, en fait. oui, oui, mais Clarisse, quand tu écoutes la radio et qu'il y a des commentaires sur des livres, il y a une nouvelle phrase clé, là, il y a toujours des phrases clés comme ça qui tombent. Et la nouvelle, intéressante, c'est je m'y suis reconnu. Ah ouais. Ou bien ça me parle parce que c'est moi. Il y a quand même un mème ou un effet de miroir ou en tout cas, il ne faut pas que ce soit une altérité. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et bah, chaque fois, je, je râle tout seul en me disant, merde, fuck quoi. Non, non, mais bien sûr. Mais C'est est-ce que intéressant, ouais, finalement, très juste.
est-ce que finalement, je me suis demandé ça en pensant à un écrivain voilà, qui a beaucoup de succès, quoi qu'il écrive, et je me suis dit, mais en fait, il murmure à l'oreille des gens, je ne sais pas si ce sont des chevaux, les gens, mais il murmure à l'oreille des gens ce que les gens sont prêts à entendre et ont envie d'entendre, mais même plus qu'ont envie, ils sont prêts à l'entendre, et ça va venir caresser leur tympan, leurs neurones, leur âme, leur confort, et c'est, oh bah tiens, quelqu'un me le dit un peu mieux que moi. Mais je repense à ce concept littéraire qui est le concept d'horizon d'attente. Et j'aime ce concept parce il est mythique, il est drôle, il est assez jouissif. On se dit, ah bah tiens, pour l'instant, il y a quelque chose qui sort et qui va faire un certain bruit qui ne va pas tomber dans les tympans des gens, mais peut-être plus tard, peut-être ailleurs, peut-être dans un autre espace, donc peut-être jamais, mais peut-être que ce jamais est quand même intéressant aussi. Il y a peut-être une réceptivité dans ce jamais. Et cet horizon d'attente, je pense qu'on devrait le recréer. On devrait arrêter de vouloir tout comprendre, tout saisir et tout apprécier au moment même où là, je veux dire, un livre, c'est pas un verre de vin ou un morceau de saucisson ou un truc que je le prends, je le consomme et ça doit me procurer le plaisir que j'attends de lui. On peut être surpris par un vin ou par un morceau de saucisson. Ouais, complètement. Non, mais, Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. non, mais c'est vrai qu'on a tendance à maintenant à vouloir évacuer très vite. Tu parlais de malaise tout à l'heure, les pardons ou les côtés un peu longs. Et moi, par exemple, je sais, j'ai des retours sur Meta Carpenter où les gens me disent cette première partie est malaisée. Bien sûr, elle dérange. Et puis, ouf, heureusement, la seconde partie qui est plus émotionnelle, plus dans l'enfance. Et en gros, on me dit, mais pourquoi t'as pas commencé par la première partie? Bon, ben, voilà, moi j'avais dans tête une sorte de catabase. Je voulais faire une descente aux enfers dans l'image, dans le passé, et puis aller descendre profondément dans le futur, sur la fin. C'était trois trucs. Je m'y suis tenu. Et puis la confiance qu'on peut faire et qu'on doit faire au lecteur pour ça. Ouais. Moi, une anecdote, hein, à 20 ans, on m'offre Sous le volcan, ou Mm. au-dessous du volcan, ça dépend des trades de Laurie. J'ai mis 7 ans. Tu vois, j'y arrivais pas, il y a 90 pages, un peu compliqué, et c'est mon livre préféré Ouais. presque. C'est-à-dire que la littérature, j'aime bien aussi l'idée de ne pas prendre, enfin, d'avoir confiance au lecteur. Et peut-être il est perturbé, et il sera perturbé, mais il faut faire très attention à ne pas maintenant essayer de plaire en permanence. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement réussi parce que, effectivement, les grandes expériences de lecture que moi j'ai eues, bonjour Célima, Salut. ça a vraiment été des expériences plus jeunes ou encore aujourd'hui. Avec ton livre, c'est des expériences où on est vraiment déboussolé. Quand tu découvres Oui. Faulkner, quand tu découvres des poètes qui, effectivement, ont une langue absolument exilée quoi, de la langue commune et c'est des chocs de lecture qu'à la Ferte, des auteurs comme ça, on dit mais Ouais, exactement. c'est intéressant et ce choc-là, je trouve il est sain quoi. Il est sain et le fait de le lire avec des auteurs comme toi, c'est de le retrouver, c'est très précieux. Donc je tenais à saluer ça. C'est drôle, Olivier, dans les rares études, enfin, dans les lointaines études que j'ai faites, j'avais fait une maîtrise sur Calafell. Ah ouais, Ah oui, ah bah ça m'étonne pas du tout. Ouais, sur Ouais. 70. Ouais, Ah ouais, ça c'est m'étonne dans pas son du tout. gros slack, ouais. Et d'ailleurs, donc on accueille Salima. Salut Salima, Salut. ça va? Ouais. Et justement, Salima dévoue une partie de sa vie quand même, de son quotidien, à la poésie et à la poésie partagée en live à travers comment vous appelez, enfin Des performances de des poésie. performances, voilà. Et Ouais. d'ailleurs, t'en fais de très très belles, très très saisissantes. Et donc, tu arrives à point nommé puisqu'on parle justement de non seulement de poésie, mais surtout du fait d'être saisi. Et pour employer un terme qui est maintenant utilisé dans un autre sens, être ravi. Donc, être pris et transporté ailleurs et reposer un petit peu à côté de soi-même. C'est un petit peu ça aussi le principe d'un livre ou de la poésie. C'est de vouloir justement qu'au moment où on referme le livre, on soit un petit peu ailleurs de soi, enfin toujours soi-même, mais dans un peu un autre endroit qu'on soupçonnait pas. Mm. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque, toute cette conversation, Célima? Bah, moi, ça m'évoque déjà quelque chose en fait d'un clash que je trouve dans le livre entre vraiment des styles, un style à la fois extrêmement lyrique, qui est vraiment quelque chose du cyberpunk,
qui m'a beaucoup fait penser à ce que dit Paul Preciado sur la société pharmacopornographique. Et en fait, il prend le paradigme de Hugh Hefner dans son lit de Playboy avec toutes ces possibilités de travailler, qui du coup aujourd'hui c'est le télétravail pour tout le monde, dans l'espace de la chambre, dans tous ces espaces qui se mélangent en fait. Et à la fois tout cet aspect d'un désir de se documenter, de se nourrir, de découvrir autre chose et en même temps de ne jamais complètement pouvoir y arriver. Et du coup, je trouvais que dans le livre, c'était vraiment extrêmement saisissant ces contrastes-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est justement dans les performances en tout cas que je donne, c'est de créer cette possibilité-là d'un contraste et justement par exemple, l'amener de la poésie là où personne n'attend. Genre, ce que je préfère, par exemple, c'est d'amener de la poésie dans des événements d'électro, où du coup, en fait, c'est un DJ set où les gens sont là pour danser. Et puis, à un moment où ils s'y attendent pas du tout, bah, moi, je prends le micro et je vais dire un texte pendant 5 minutes ou 10 minutes sur cette musique électro-là. Et du coup, cette espèce de choc, bah, du coup, c'était ravir, justement, le public de son horizon d'attente et créer complètement autre chose. Et à un moment où la personne, justement, par le fait que son corps était activé par cette musique-là, est dans une espèce de réceptivité. Et pour moi, du coup, l'écriture telle qu'elle peut passer par les réseaux, quand les gens, en tout cas, arrivent à la recevoir, elle crée un peu cette rupture-là. Parce que à un moment où les gens sont juste en train de scroller et du coup dévorer des images, si ça se trouve, ils vont tomber sur un poème ou un texte littéraire ou quelque chose qui les ramène à complètement autre chose que ce régime-là qui dévore en fait et qui fait que tout disparaît instantanément. C'est presque une sorte de prise d'otage bénéfique, salutaire en fait. Ouais, Oui, c'est faire effraction. ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Mm. Et j'aimerais bien juste quand même qu'on puisse aborder la deuxième partie du livre de Jefferson, qui est donc plus autobiographique et qui met aussi au centre de son récit, de son intrigue, de sa parole, des femmes. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Enfin, une femme en particulier qui est le mot qui me vient, c'est matrice. Justement, la vraie matrice originelle et celle qui contient et qui. Oui, oui. Il y a un contraste qui était très voulu entre une première partie comme ça, donc, très facilement sur Internet, les réseaux méta, et après, dans cette seconde partie, le narrateur va, quand ça s'attend, va dire à Meta Carpenter pourquoi il vient la voir. Sauf qu'il va jamais vraiment répondre. C'est la fêlure qu'on renifle chez l'autre. Et la seconde partie, et là c'était plus compliqué pour moi, mais en même temps j'avais ça, d'enchasser dans un roman plus ou moins fictionnel sur un monde contemporain une part d'enfance. Enfin, je me suis beaucoup posé la question, mais c'était une nécessité. Et puis surtout, ça répondait à ce geste premier qui est quand même dans ce livre, qui était de rendre hommage à la femme qui m'a élevé, qui m'a protégé de pas mal de situations. Et pour moi, réellement, dans ma tête, j'arrive pas à l'expliquer, mais il était évident qu'une camgirl en 2022 et ma mère dans les années 60 jusqu'aux années 90 étaient sous le même régime de domination. Alors, et c'est pas parce qu'il y a les écrans que voilà. Et moi, ça me permettait aussi, en tant comme métisse, qui a grandi dans un village normand et qui a un peu subi, il faut le dire, comment ça se passait. C'est pas que je règle des comptes, hein, je vais pas faire mon Edouard Louis, mais il était important de dire ce que c'est être sous le regard de l'autre. Ouais. Et moi, je me souviens, dans mon enfance, j'étais stupéfait à chaque fois qu'un mec me traitait de négro, parce que je comprends pas. Enfin, tu vois, il y avait là pour le coup une effraction autre, mais ça mettait de la colère. Et j'ai jamais analysé parce que c'est pas le but et j'ai pas envie que la littérature soit le lieu d'analyse psychologique ou autre, mais j'ai toujours ressenti une communion pleine depuis mon enfance. Je crois que c'est la généalogie du livre et son existence avec les gens un peu mis de côté ou jugés par le regard. Alors et le paradoxe de la première partie, c'est que moi-même je suis quelqu'un parfois pris dans la pulsion scopique. Ouais, mais voilà, j'ai pas envie de répondre et de régler des problèmes. Je suis pas de la socio. Ouais, donc... mais donc oui, c'est une partie sur l'enfance, sur le deuil,
et ben, en même temps, je raconte des choses très difficiles, mais aussi la joie absolue que j'ai eue d'être protégé, Mm. et puis ces années de bonheur, de forêt, de pénombre. Ouais. Je crois qu'aussi la littérature, c'est aussi, bah, c'est cette recherche-là. Enfin, on est toujours à la recherche d'un truc, sorte, je porte une chemisette comme Happy Chapon, Reza Cool. C'est là, cinéaste que j'adore, qui a fait un film qu'il faut voir, qui s'appelle Memoria, où t'as l'héroïne qui entend tout le temps un son. Et du coup, elle va partir à la recherche de ce son. Et ce son, ça pourrait être le carré noir chez Kubrick. Tu vois, c'est Ouais. quelque chose Exceptionnel. ou de métaphysique, ou d'infraphysique. Ouais. Mais on a tous, en nous, une sorte de truc profond. Et j'avais envie d'essayer, par les raies de l'enfance, de retrouver cette chose-là, tout en rendant, et c'est la mission que je m'étais fixée, une sorte d'hommage, euh, comme un Kaddish presque, et vraiment bah, un hommage à bah, cette femme qui a tellement compté pour moi. Donc, voilà. Donc là, j'ai changé. J'ai pas écrit de la même façon. C'était. Non. Euh, Et c'est vraiment magnifique et c'est très surprenant. Et surtout, c'est quelque part, ça, c'est très, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'est très réconfortant parce qu'on passe d'un univers froid, Mm. âpre, ou d'un regard métallique, on peut se saisir et puis se rejeter à quelque chose de dur et de violent aussi, mais qui est complètement sauvé justement par la tendresse d'un regard, la tendresse d'un mot, mais même juste d'un regard qui dit bah moi je te vois, ce qui est le regard en fait hmm. originel qui permet à un individu de marcher à quatre pattes, hein, basiquement. C'est un regard qui se pose sur lui. Je sais pas quels sont les grands Winnicott ou peu importe qui ont théorisé ça, mais le premier regard qui se pose sur nous et qui quelque part fonde notre identité et notre conviction d'exister. Et c'est très très beau la manière dont tu passes justement d'un univers à l'autre qui sont finalement très liés. Et moi, je me suis même dit, mais le deuxième est la nostalgie qu'on aura tous en nous, quelque part. Ce regard-là, on portera tous en nous parce que on a tous dépendu d'un regard à un moment ou un autre qui nous a confirmé qu'on existait. Alors que le regard d'Instagram, il nous confirme, c'est comme un shot de drogue, quoi. Il nous confirme 30 secondes. Oui, oui, c'est bon, on t'a même mis un petit pouce. Mais bon, après, je veux dire, il vient absolument pas étoffer les vides s'il y en a. Il vient pas réparer les fêlures s'il y en a. Il vient rien, au contraire. C'est vraiment comme un shot de drogue. Une fois que l'effet un peu bénéfique s'est estompé, c'est le même vide, c'est les mêmes déboires, c'est la même détresse. Alors que le regard originel qui s'est porté sur nous et qui nous a lancé vers le monde, voilà, bah celui-ci, il est immortel. Et je trouve que dans le livre, c'est exactement ça qu'on ressent et qui est très, très poignant et très beau et je pense auquel on peut tous un peu s'identifier. Moi, ça m'a Ouais. beaucoup évoqué. Pardon. Non. Ça m'a évoqué simplement l'écriture de cette partie-là, Beloved de Toni Morrison. Dans ce côté-là, en fait, même si c'est Beloved, c'est beaucoup plus dark, mais, Ouais. mais dans l'aspect de redonner en fait une forme de noblesse à quelque chose qui aurait pu disparaître par ailleurs, et puis dans cette espèce d'évocation à la fois très précise et et très imprécise en fait, où ça donne vraiment Oui. par Ouais, intuition, ouais. un peu à la manière d'un conte où on comprend pas, on n'a pas tous les détails, mais une espèce Ouais, ouais. Ouais, ouais. d'enveloppe de sensations en fait qui crée Oui. quelque Ouais, chose de ouais. très numérique. Mm. Non, non, c'est vrai. J'ai même essayé de manière très éditoriale d'ancrer là, un peu plus, de mettre des marqueurs et tout ça, Mhm. mais je ne le sentais pas en fait. Oui, mais là, C'était des vraies discussions, mm. mais ouais, non, Bah, en tout c'était cas, le chemin. ouais, en tout cas, vraiment, bah, je crois qu'on est tous ici d'accord pour dire que c'est un livre sublime et au sens littéraire, c'est-à-dire qui vient susciter chez nous quelque chose qui est de l'ordre de la terreur et de la subjugation. Vraiment, tu parlais de sidération, moi j'ai été sidérée. Et en même temps qui est très très tendre. Ta voix est tendre, tes mots ne le sont pas, mais ta voix, ta présence est très tendre. C'est vraiment un livre très très beau, très très beau. On vous encourage à lire, mais il n'y a pas d'injonction aux ateliers poèmes. Mais de toute façon, je pense que Olivier, est-ce que tu veux conclure cette causerie? Non, merci, merci Jeff. Bah, J'encourage effectivement à les vous. gens à découvrir ton roman.
Meta Carpenter et la revue Possession immédiate aussi, qui a une page Instagram justement. On va taguer. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose de très très beau, oui, tout ce que vous disiez là tous les trois sur ce regard originel quand on a eu la chance de la voir en tout cas, et peut-être qu'on est tous assujettis à cette sorte de tendresse Oui, première, voilà, c'est très très beau. Ouais. oui, oui, parce que même si c'est vrai que le livre décrit des enfers et qui peut pour certaines personnes être un peu dur, un peu difficile, mais je crois et je suis très heureux si ça a été perçu. Il y avait quand même cette volonté d'infuser quelque chose de l'ordre. Alors, j'aurais jamais pensé au mot tendresse, mais finalement, Merci. soyons Fitzgeraldiens, c'est pas mal. C'est pas mal, exactement aussi. Waouh, ouais. Moi, Thunder is the night. Voilà. Exactement. Thunder is the forest. Mm. Thunder is the cam. Allez. Bon, bah, à très bientôt. Merci Célima. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à Et tous, on- merci. et merci à tous. Ouais, Merci. merci à toutes. À très bientôt. On vous dira, on vous tient au courant très bientôt pour la nouvelle causerie. Il y en aura sans doute cet été, ça c'est sûr. Et à la rentrée beaucoup et on vous tient au courant. Bisous. Bonne soirée. Ciao.